Et vous, j'ai l'impression d'être dans une émission de télé, c'est génial, avec le matos et le robot qui parle. Connected Mate. Les réponses nous doivent parler de ce qui se passe en septembre. J'ai peur que ça soit l'hécatombe dans pas très très longtemps. Les chances que tu fasses un truc qui a des énormes failles, c'est assez rare par rapport aux outils que tu utilises. Surtout, nous, on est persuadés que quand tu fais un robot, tu crées un personnage. Il y aura de plus en plus d'emplois créés, même s'il y a toujours un petit creux de vague, il y aura de plus en plus d'emplois créés. Dans la robotique, on voit de nouveaux robots capables de travailler avec les humains en toute sécurité. Ça vous intéresse d'avoir un exemple dans un domaine précis ? Dans 6 mois, ta CB, elle se fait péter. Et donc, tu auras un permis, est-ce que les vendeurs, les Tencent qui feront leur modèle, Anthropic, etc., te donneront le permis, et toi, ça sera ta responsabilité d'entreprise à faire que tes collaborateurs fassent n'importe quoi. Mettre dans les mains de tout le monde des outils puissants sans, du coup, permis, entre guillemets, c'est vrai, c'est un peu comme un véhicule. On donne une Ferrari, une Porsche à quelqu'un qui n'a pas le permis. Il y a un mur qui est pas très loin, il va aller dedans. Connected Mate. Le futur de l'IA commence au présent. Futur de l'IA, futur immédiat. Depuis fin 2022, on s'est aperçu que l'intelligence artificielle est passée du statut d'une curiosité technologique à un outil du quotidien pour nous tous. Et la bonne question qu'on peut se poser en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de lui laisser faire aujourd'hui à cette intelligence artificielle ? Ça se joue pas forcément dans 10 ans. On est persuadé que ça se joue finalement maintenant, dans nos métiers, dans nos entreprises, dans nos choix personnels, dans nos vies familiales. Alors pour cet épisode du podcast, on a décidé de ne pas faire de science-fiction. On est plutôt dans un côté, on va essayer d'éviter les prophéties. De toute façon, sinon elles sont autoréalisatrices. Et pour en parler, j'ai la chance d'être entouré d'intervenants multiples et très différents. Et c'est pour ça qu'on va avoir une confrontation d'idées. Donc à mes côtés, on a l'ami Hubert Kratirov. Il est professeur d'économie numérique. C'est l'homme qui nous aide à distinguer les tendances de fond des effets de mode. C'est bien ça, Hubert ? Exactement. Bonsoir à tous et à toutes. De t'accueillir ici. On a notre ami Christian Bellala. Alors, Christian Bellala, c'est notre Chief Data Protection Officer. Ouais, c'est le spécialiste de la protection des données. Il va nous rappeler que lorsque quelque chose paraît gratuit, généralement, il faut se demander qui paye réellement. Salut Christian. Salut PPC, bonjour à tous et à toutes. Et oui, des questions importantes à toujours se poser. Voilà. Alexandre Cormeret, notre Gen Z de service, il déteste quand je dis ça, qui est en charge de l'innovation et de l'IA pour le TGV. Pour TGV. Donc il va nous aider finalement à comprendre un petit peu ce qui se trame et à regarder avec son prisme peut-être ces transformations qui s'opèrent. On a Ati, un électron libre du digital. Elle est capable de retourner une discussion juste pour ouvrir un nouvel angle. C'est bien dit ou pas ? C'est plutôt bien dit. Bonjour à tous, merci d'être là. Salut à toi. Last but not least, c'est notre ami, c'est notre puissance invitante. Il s'appelle Richard Malter, c'est le Chief Communication Officer d'Enchanted Tools. Il va nous faire entrer dans le quotidien d'une entreprise qui construit déjà le futur. On aura aussi notre ami Miroquai. Salut à toi, Richard. Merci de nous accueillir. Hello, très content de vous avoir ici et puis hâte de commencer. Pour commencer, c'est le jingle. Connected Mate. Ah oui, au fait, alors, avant de vraiment démarrer, il y a une règle. On va se poser des questions aux uns et aux autres, mais j'ai une règle que je vais vous donner, à vous tous, et puis aussi aux personnes qui sont avec nous dans le public. Les réponses nous doivent parler de ce qui se passe en septembre. Futur de l'IA, futur immédiat. Donc, on va pas parler du monde de nos enfants en 2030, on va plutôt essayer de parler peut-être de notre prochain budget, notre prochain recrutement, notre prochaine rentrée. Futur immédiat commence demain matin. Alors pour commencer, je vais poser peut-être la question à Christian. Il a été repéré comme étant un des gros influenceurs de Vivatech. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ouh là là. Gros influenceur, c'est beaucoup dire. Enfin, gros, c'était une façon de dire. Grand influenceur. Merci, j'ai pris du poids, je sais. Alors effectivement, oui, Vivatech, donc tous les ans, pour ceux qui connaissent, évidemment, j'en suis certain, donc c'est le grand événement annuel en fait sur la technologie. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de technologie, d'innovation qui revient. Et c'est vrai que cette année, c'était l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que j'ai eu le privilège de relayer des innovations sur place. Et c'est vrai que, comme tu le dis, je suis dans le top 10 des influenceurs sur X. Chapeau bas. Donc voilà, merci beaucoup. Et je suis pas tout seul. Voilà. Bon, tu nous donneras un petit peu ce que tu as pu voir qui va marcher en septembre, parce que c'était certes les 10 ans de Vivatech, on était un peu dans le futur, mais on aime bien aller dans le quotidien. Hubert, de ton côté, qu'est-ce que tu as repéré ? Qu'est-ce qui peut nous éclairer un peu sur ce qui arrive là avec cette IA ?
Moi, très rapidement, j'ai une grande question et des grandes interrogations sur le prix des IA, avec un grand écart. Un côté où les entreprises payent très 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 cher pour des tokens et des tokens et des tokens qui sont ajoutés, et de l'autre côté le prix peut-être réel, un petit peu chinois ou bradé ou sponsorisé, où les IA ne coûtent plus rien. Et donc entre très 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 cher, c'est-à-dire plus de 10% de la masse salariale en token et en IA, et quasiment zéro, et comme Christian le dit, quand c'est zéro, il y a des questions à se poser, quasiment zéro. La question de 2026, c'est combien, si on se base par rapport à la masse salariale, parce que le chiffre d'affaires n'aurait pas grand intérêt, combien de la masse salariale doit-on investir, doit-on mettre en IA? Et c'est une grande question, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, je pense qu'il faudra la trouver en 2026, et on va voir ce qui se passe, mais il y a ce grand écart. Il y a pas, mais volontiers, un rebond. T'inquiète pas. Il n'y a pas de milieu, je trouve. Il n'y a pas de milieu. Ati, toi, qu'est-ce qui tu penses qui arriverait réellement en fait en ce moment? Moi, je pense que ce qui se questionne, c'est les débuts de réglementation concernant l'intelligence artificielle, notamment dans les secteurs à risque en matière de données. J'étais sur Centexpo, c'est là d'ailleurs que j'ai connu Enchanted Tools, et je pense qu'il y a une vraie question sur le cadre de l'utilisation de l'IA en entreprise, notamment sur la multiplication des logiciels et des outils qui intègrent de l'IA, mais pour le moment ne sont pas forcément cadrés, n'informent pas forcément les utilisateurs, et ça rejoint un peu ce que disait Hubert sur le coût, comment on calcule la rentabilité de ça et comment on évite l'hécatombe d'ici 3 ans parce que on a tout développé sans se poser de questions. Ouais, pas mal, ça a intégré bien. Richard, tu anticipes quoi? T'as vu quoi? C'est quoi les trucs un peu chauds que tu vois, toi? Bah, là, évidemment, les premiers signaux de la place humain-IA et les premiers signaux d'une nécessaire équilibrage ou une nécessaire réflexion sur l'équilibrage des deux, quoi. C'est-à-dire que un peu comme tu dis sur la partie réglementation, l'aveuglement ou du tout IA peut aussi entraîner des conséquences, et donc il faut voilà. Je pense à un rééquilibrage assez rapide du mix humain-IA par nécessité et par sécurité. Alex, peut-être avant de faire un truc un peu plus générique, toi, tu as eu la chance d'aller au Google I.O. 2026. T'en tires quoi de très opérationnel aujourd'hui? Parce qu'ils nous ont parlé de trucs très futuristes, mais aussi des trucs présents, c'est ça? Ah bah pour moi le présent c'est qu'en fait là on va rentrer dans le build your own tools, donc on va créer nous-mêmes nos propres outils, nos propres software. Donc je pense que ça sera la grande question de 2026, c'est ce qu'il faut acheter ou est-ce qu'il faut faire, et surtout faire de quelle façon, et ça sera la grande question. On l'a bien vu à la Google I.O. et j'étais en Chine, j'ai fait beaucoup d'événements cette année. On a bien vu en fait tout est mis en place pour pouvoir avoir envie de plus créer, et de plus créer c'est pas plus consommer en externe, c'est aussi peut-être faire soi-même. Ok, donc toi, c'est make or buy, c'est ça? C'est un peu la question de début septembre. Je te dirais déjà make, mais tu es déjà on make changera dessus après. D'accord. Ok. On passera aussi. On peut poser une question à Miroquai. Miroki, pardon, je vais y arriver. Il en pense quoi, lui? C'est quoi les grandes tendances qu'il voit? Vas-y, Richard. Est-ce que tu m'entends, Miroki? Oui, je t'entends bien. Comment ça va aujourd'hui? T'as besoin d'aide pour quelque chose? Oui, je voudrais connaître pour toi les grandes tendances de l'IA du moment. En ce moment, je dirais que la grande tendance, c'est les modèles de langage comme moi qui deviennent de plus en plus performants pour comprendre et générer du texte. Il y a aussi l'IA dans la création d'images ou la robotique collaborative. Est-ce qu'il y a un domaine particulier qui vous intéresse? Est-ce que tu peux être plus précis? Bien sûr. Par exemple, les IA sont de plus en plus fortes pour aider à la recherche médicale ou pour personnaliser l'éducation. Dans la robotique, on voit de nouveaux robots capables de travailler avec les humains en toute sécurité. Ça vous intéresse d'avoir un exemple dans un domaine précis? Alors, est-ce que tu as un avis sur l'IA dans la programmation? Je pense que l'IA va beaucoup aider les programmeurs, comme en écrivant automatiquement des parties de code ou en détectant des erreurs. Ça leur laissera plus de temps pour la partie créative. Vous vous intéressez au développement informatique? Tu penses vraiment que les développeurs, ils sont créatifs ou pas? Oui, je pense qu'ils sont très créatifs. Programmer, c'est pas que taper du code, c'est aussi trouver des solutions originales pour créer des applications ou des jeux. C'est un peu comme des artistes qui utiliseraient la logique. Vous-même, vous avez des projets créatifs ou c'est par curiosité? C'est par curiosité, hein. Alex, tu réagis comment? Parce que toi, tu crées des trucs, des applis. Plein. Raconte. Ah bah c'est devenu, en fait pour moi j'ai jamais devenu autant créatif, tu vois. Globalement, parce que je suis un vrai Sachant que t'es créateur pas un frustré. développeur. Je suis pas un développeur, mais je suis un créateur frustré. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu créer, J'ai toujours voulu créer des apps, mais je savais pas coder, je voulais pas apprendre à coder. Et toujours pas d'ailleurs, j'ai toujours promis d'apprendre à coder.
Et aujourd'hui, du coup, avec l'IA, je peux tout créer. Je ne connaissais pas le monde d'avant, donc rien dans le rétroviseur. Donc on y va à fond. Et tu as une idée, en 20 minutes, elle existe. Donc tu as une deuxième idée. Au lieu d'avoir 2-3 idées par jour, tu as peut-être une vingtaine. Et les vingtaines, tu peux les faire. Donc effectivement, très créatif. Ati, toi qui es très créative, tu réagis comment par rapport à ça donc pour septembre, tu fais quoi? Tu nous disais que tu avais des sujets sur les décisions qu'il faut qu'on prenne en entreprise. Ouais, alors j'adore ce que dit Alex. Par contre, je mets un petit holà, ça va être sur la sécurité, parce qu'aujourd'hui, on a un peu ce Dunning-Kruger de se dire qu'à partir du moment où on a une idée, on peut la développer. Et quand on est bien entouré, comme tu l'es, je pense que c'est totalement possible. Quand on est seul et qu'on n'a aucune base de développement, d'architecture, de réseau, des systèmes d'information, on peut aussi créer des systèmes et des applis remplis de failles qui vont devenir très problématiques d'ici 6 mois, parce que aujourd'hui, on voit que dans certains systèmes, on utilise des façons de coder via l'IA qui datent, qui ont été pétés en 2002 ou en 2004 avec des systèmes de hack très très simples. Et donc j'ai peur que ça soit l'hécatombe dans pas très très longtemps si aujourd'hui on n'arrive pas à cadrer en matière de sécurité, parce que on développe des idées qui ressemblent plus à des prototypes et qui ne peuvent pas être vendus en l'état. Donc attention à ça pour les créatifs, c'est génial, mais faites-vous accompagner d'un point de vue architecture, prog et sécurité. Christian, toi qui es Chief Data Protection Officer, justement par rapport à ça, dans l'entreprise, c'est quoi les harnais de sécurité qu'il faut mettre en place pour permettre la créativité, mais en même temps arriver à encadrer tout ça? Alors c'est une histoire de gouvernance qui est très difficile en fait. C'est une balance en fait entre la sécurité et du coup le produit à faire. C'est beaucoup de sensibilisation avec les équipes. Ce qui est le premier danger, c'est de bloquer, de dire non, on fait pas. Là, du coup, si on fait ça, tous ceux qui ne sont pas développeurs ou même développeurs, du coup, vont faire ça en shadow. Du coup, donc là, c'est pire parce que du coup, c'est en aveugle et là, c'est un risque réel pour l'entreprise. Donc là, plein de risques résiduels en interne comme en externe. Il faut accompagner. Ne pas laisser faire tout et n'importe quoi. Par contre, c'est vrai qu'il faut bien gouverner. C'est une gouvernance qu'il faut mettre en place, qu'il faut faire comprendre, qu'il faut faire adhérer surtout, aussi bien les développeurs, parce que du coup, c'est comme les graphistes. Du coup, il y a une peur, il y a une crainte vis-à-vis de la machine, parce que c'est vrai qu'elle va beaucoup plus vite. Par contre, du coup, il y a aussi les mêmes biais en programmation, donc produit les mêmes biais qu'il y avait. Donc les failles de sécurité que les humains faisaient en développant, même avec un développeur qui était senior, du coup l'IA reproduit la même chose. Et puis si on lui dit pas de faire attention, l'IA de toute façon va faire des biais, parce que le but, quand on dit, je vais essayer d'illustrer, je veux une application pour accueillir les gens qui viennent nous voir ici, du coup on lui dit juste ça, elle va le faire très bien, ça va être très bien, ça va être visuel, etc. Par contre, si on lui a pas dit, vérifie que personne ne peut s'introduire à la place avec un deuxième nom identique, devenir à la place, etc. d'une autre personne, du coup, elle va pas le faire d'elle-même. Il faudra la guider pas à pas. Et c'est vrai que là, c'est l'expérience humaine qui prime. Donc, c'est un entraînement quotidien. C'est vrai que c'est une vraie gouvernance et ça a surveillé dans le milieu entreprise et ça va très, très vite. Hubert, toi qui enseignes l'économie numérique, cet aspect justement de tout ce qui est sécurité, c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans ce que tu apprends à tes élèves ou... C'est pas trop ma partie, la sécurité. Et pourquoi donc? On est plus dans le break things and move fast que le hyper sécurité, vérification, double check, validation par une entité supérieure. Ma vision des choses est qu'il faut aller très très vite, qu'on doit être hyper agile, hyper mobile, et j'aime mieux aller vite avec des failles de sécurité que d'aller lentement au risque de ne rien faire et de se faire dépasser par la concurrence. J'ai plein d'exemples où la lenteur a été plus fatale que... Bien sûr, il faut pas divulguer des informations. Il faut rester dans le RGPD, il faut rester dans des choses qui sont correctes. Mais je pense qu'il faut prendre un petit peu de risque. Et si on va très très vite, on va changer de modèle et on va s'endurcir. C'est un petit peu le principe de l'antifragilité. On va se planter une fois, on va avoir un petit problème, et puis on va s'endurcir. On va se planter une deuxième fois, on va avoir un petit problème, on va se réendurcir et on va réellement apprendre. Si on essaie de faire parfait du premier coup, j'ai peur, et moi c'est ce que je vois dans les grandes entreprises et c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes étudiants, j'ai peur qu'on fasse plus rien. Ah, mais est-ce que t'as pas justement, si tu veux, parce que on peut faire tous des POC très rapidement pour Xthings et compagnie, mais le sujet s'est passé à l'échelle.
Donc, comment on gère peut-être un peu je sais pas s'il y a un trade-off, on va dire, c'est security by design, c'est privacy by design. Dès qu'on fait les choses, qu'on arrive à inclure ça. Alex, toi qui développe beaucoup de choses, comment tu gères ça? Je pense qu'on oublie surtout un truc, c'est que quand tu vas passer à l'échelle, t'es accompagné. En fait, faut surtout se dire, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des problèmes avec l'IA. Alors, moi, j'étais avec GPTO3, je faisais copier-coller à l'époque dans les premiers. C'est sûr qu'à l'époque, c'était compliqué, mais aujourd'hui, si tu veux développer du software, tu le fais directement sur ta machine avec un Cloud Code, par exemple. C'est-à-dire que t'as un terminal. T'as un terminal derrière pour déployer, tu vas devoir trouver une façon de déployer. Soit tu vas trouver des serveurs, et donc, effectivement, tu vas te poser la question d'être un serveur, c'est pas donné à tout le monde. Donc, tu auras ces logiques de faire attention au truc. Soit tu vas déployer sur des Vercel, etc., ou d'autres services, qui eux-mêmes ont des checkers. Donc, tu n'auras pas de sujet. Ou sinon, en fait, tu vas déployer sur du Swift, tu vas faire du code, de l'iOS, etc., de l'applicatif, tu auras moins de failles parce que le code est structuré. Donc, en gros, les chances que tu fasses un truc qui a des énormes failles, c'est assez rare par rapport aux outils que tu utilises. Tu utilises un Lovable, t'inquiète pas qu'il y a plein de watchers maintenant dessus qui vont faire attention à tout ça. Watcher, c'est quoi? Des trucs qui vont vérifier que t'as pas de faille de sécurité dans ton code. Parce que c'est leur responsabilité. Donc, en fait, le risque, il est très minime, au final. Et dès que ça va commencer à grossir, c'est le premier truc que tu feras, parce que tu auras peur que ça tombe, tu feras appel à un tech. Donc, en soi, pour moi, il n'y a pas de risque. Enfin, le risque est tellement minime. Et puis, de toute façon, au pire, qu'est-ce qui sera vraiment leaké? Oui, peut-être qu'effectivement, sur un truc de réservation d'événements, peut-être que tu auras des malins qui arriveront à rentrer en plus. Bon, après, c'est à ta logique d'essayer de le faire mieux. Au pire, t'apprendras directement. Si tu auras des failles RGPD, ok, mais je pense que si tu utilises les derniers modèles, et si tu utilises un service provider, tu auras les derniers modèles, parce que c'est ceux qui coûtent le plus cher, donc il y a plus d'argent qui tourne. Normalement, la qualité des modèles fait que le code qui sort est vraiment bon. Donc, je pense qu'on est très loin de ça, et je dirais surtout, en fait, faut pas perdre du temps. Et dès que tu auras du monde, tu vas te faire accompagner. Et là, tu auras des mecs qui vont les vérifier, etc., qui vont améliorer ton hosting et tout. Mais vraiment, quand tu vois la complexité, même si c'est beaucoup plus simple qu'avant, de toi-même prendre des serveurs sur un serveur provider, etc., pas juste un OVH, vraiment des trucs plus complexes, tu auras des logiques de réflexion derrière, donc tu seras pas à risque. On a dans le public une autre question. Vas-y, je te laisse. Moi, ce que j'ai comme souci de dire, dès qu'on scale, on le fera, c'est qu'il y a beaucoup de moments où on dit ça on le fera plus tard quand j'ai le temps, et au final la bande passante n'arrive jamais, et donc ces failles de sécurité, cet accompagnement n'arrivera jamais. Donc là, t'es plutôt si j'ai bien compris, Alexandre, t'es plutôt du clan Hubert. Là, c'est Adrien, c'est ça. Hein. Il est plutôt du clan Ati. Ati, je te voyais presque trépigner du pied quand t'écoutais Alex. T'es d'accord avec lui? T'es rassuré ou t'es encore plus inquiète? Alors, je pense qu'Alex intervient dans un écosystème qui lui permet un accompagnement par des personnes qui sont compétentes et qui sont expérimentées. Moi, ce qui m'inquiète, c'est tous les petits créateurs qui aujourd'hui ont une idée, se disent « Putain, je vais faire un outil qui va faire ça, et qui va mettre ça à une échelle qui va être plutôt petite, mais qui va quand même être accessible au public, qui vont prendre des paiements en ligne, des fois sur des systèmes pas forcément sécurité et pas forcément via API. Et là, c'est des filets, en fait, c'est plein de trous. Ça, et crois-moi, dans 6 mois... C'est le bonheur pour les hackers. Mais bien sûr, dans 6 mois, le nombre d'outils... avec l'IoT, les objets connectés sont percés, c'est ça? Même pas forcément les objets connectés, mais demain, par exemple, je te fais un outil qui te permet... tu vois, moi, je suis dans le côté référencement naturel, qui te permet qui te permet d'aller, je sais pas, analyser des trucs sur ton site, d'avoir un chatbot SEO, etc. Je te prends un abonnement à 40 € par mois, tu mets ta CB. Ouais. Dans 6 mois, si j'ai fait ça avec juste mes connaissances de référencement naturel, que moi je suis une indépendante et que je suis pas allée chercher un service tech, dans 6 mois, ta CB, elle se fait péter. Et dans ce cas-là, ce qui m'inquiète, c'est que ce risque-là, on peut pas le prendre. Parce que c'est pas nos informations d'entreprise, c'est pas un nom, une adresse mail. C'est tes coordonnées bancaires. Ouais. Tu vois? Et selon les systèmes et selon ce qu'on propose en matière d'outils, tu peux pas te permettre parce que la donnée va être trop sensible pour avoir le droit à l'erreur une fois. Donc je pense que c'est une question de contexte, c'est une question de cas d'usage, c'est une question de produit en tant que tel, mais il faut absolument sensibiliser là-dessus parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit développeur, codeur, il y en a qui se disent codeur, qui font du vibe coding et qui n'ont même pas des fois les bases de l'écosystème et du système d'information, ne serait-ce que pour créer un environnement qui soit fonctionnel et qui vont créer des outils qui d'ailleurs vont surcharger les serveurs parce que l'IA en tant que telle, même tu vois, moi je suis utilisatrice de Cursor, ils peuvent te surcharger les serveurs avec des fichiers et ça va être aussi une problématique hosting dans pas si longtemps que ça. Alors, c'est comme si tu laissais Miroki te taper dessus, quoi. C'est pas très gentil pour Miroki parce qu'il est doux et très gentil. J'ai posé la question à Richard, je reviendrai parce que je pense qu'Alex a une solution pour toi, Ati. Richard, justement, tous ces sujets de sécurité, parce que Miroki va dans des environnements
multiples. Tu vas un peu nous les décrire. Comment vous gérez ça? Et puis peut-être est-ce que vous utilisez, les ingénieurs chez vous utilisent le vibe coding pour améliorer encore l'expérience des utilisateurs avec Miranti? Déjà, si on se positionne au niveau de l'histoire, l'entreprise elle a 4 ans. Donc on a beaucoup recruté nous il y a 2 ans. Donc tous les gens qui sont ici, c'est soit des ingénieurs, soit des docteurs en IA, en robotique, ou des ingénieurs qui ont été formés, qui ont connu des cursus, on va dire traditionnels, rien de. Donc évidemment ils sont particulièrement qualifiés, ils connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Donc c'est vrai qu'on parle pas du même endroit que beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on les a recrutés, c'est comme ça qu'on les sélectionne, parce que évidemment nous on fait la fameuse IA physique, donc celle qui vient dans votre environnement, et donc on peut pas se permettre du tout d'avoir, en tout cas on doit limiter au maximum les problématiques. Et après, souvent quand on regarde le robot, on me demande est-ce qu'il fonctionne avec l'IA, et finalement c'est une question qui est beaucoup plus complexe, parce que il y a en effet ce qu'on voit, c'est la partie LLM, donc la capacité que le robot a d'entendre et de voir et de stocker ses données. Donc là, on va faire ou appel à des modèles de langage connus, existants, soit on commence à travailler nous plutôt sur des small language models pour avoir une plus petite versatilité pour pouvoir travailler offline. Et après, il va y avoir tout ce qui va être sur la navigation autonome ou encore sur la saisie d'objets. Et là, on va beaucoup faire, nous, de l'embedded, parce qu'on peut pas se permettre d'être dépendant des connectivités, du Wi-Fi pour faire fonctionner le robot. Donc, ça, c'est les premiers éléments. Donc, beaucoup d'embarqués, parce que ça s'est imposé. Et puis, en effet, même dans cet embarqué, on sait très bien qu'on va devoir traiter de la donnée qu'on a collectée. Et donc là, aujourd'hui, on est sur ces process-là de faire en sorte de comment on anonymise la donnée, comment on la traite, comment on la partage avec nos clients et nos utilisateurs. Donc, il y a encore beaucoup de choses, et on en discutait un peu avant l'émission. C'est vrai que le sujet aujourd'hui, ce qui est passionnant dans nous, ce qu'on fait, c'est que on va devoir co-construire la réglementation, devoir aussi faire pendant qu'on sort le robot. Et ce qui est super, nous, c'est qu'aujourd'hui, c'est tous ces proof of concept qu'on fait. Évidemment, les gens qui aujourd'hui amènent le robot, que ce soit à l'hôpital, dans des maisons de retraite, dans des écoles, dans des aéroports, des aquariums, des magasins, ils le font avec cette idée qu'on est en train d'expérimenter, on est en train d'apprendre. Donc, on essaie de prévenir les gens qui sont autour, on essaie de discuter avec eux, pour que tout ça, ça nous serve pour construire le moment où le robot sera suffisamment autonome et que toutes ces questions-là de sécurité seront cruciales. Donc ça, c'est vraiment hyper passionnant. Et ce qui est amusant aussi de voir, c'est l'appréhension du robot, finalement, qu'on peut avoir quand on a regardé beaucoup de science-fiction. Elle s'envole en fonction de la proposition de valeur du robot. Et nous, on a la chance d'avoir un robot qui crie « Je ne vais pas vous remplacer ». Et donc, finalement, ce dialogue et cet enrichissement qu'on a avec les utilisateurs, il se commence quelques heures après avoir mis le robot en service. Et donc ça, c'est plein de sujets hyper passionnants sur lesquels on travaille au quotidien. Mais en effet, avec la chance d'avoir des ingénieurs, des docteurs, mais aussi des UX, des psychologues, des psychiatres, des philosophes. Enfin, on a aussi choisi de s'entourer sur tous les domaines possibles et imaginables pour essayer de construire une solution innovante et le plus éthique possible, je dirais. Donc vous aussi, vous êtes bien entouré. Je reviens à ce que disait Ati, c'est-à-dire que c'est millions de personnes qui, pas forcément entourées, n'ayant pas forcément l'accompagnement, la formation. Finalement, on leur donne un outil qui permet de faire des trucs de dingue, pas forcément très sécurisés. Alex, on échangeait récemment et tu me disais, il y a peut-être une solution. C'est une histoire d'avoir un permis, c'est ça? T'avais une idée d'avoir un permis, je crois. Alors ils ont pas plus sur les entreprises, mais c'est effectivement se dire, il y a plein de modèles, ça commence à coûter très cher. Et je pense que beaucoup vont prendre des abonnements cloud et essayer de tester les choses et rien ne va sortir. Je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui ont perdu des centaines d'euros et rien n'est sorti. Normalement, parce que c'est pas simple, en fait, pour déployer. Et c'est bien pour ça que quand c'est simple à déployer, c'est que c'est à peu près sécurisé. Quand tu as vraiment les accès libres et tu peux faire tout ce que tu veux, le déploiement est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a rien de connecté et toi de tout connecter. Et je pense, nous, en fait, il y a un vrai sujet, parce qu'en fait, les abonnements, on paye pas le vrai prix, on sait, les abonnements, Cloud Code, c'est pas les vrais prix. Pour ça que ceux qui me parlent de Cursor, je sais directement quel modèle ils utilisent, parce que si on utilise les gros modèles, les derniers modèles sur Cursor, vous inquiétez pas que les abonnements, ça suffit pas. C'est pour ça que j'utilise plus Cursor à date. Et en fait, en entreprise, on paye au token. On n'a pas d'abonnement, c'est pas les mêmes contrats. Et du coup, on a des qui sont très, très onéreux. C'est vraiment très onéreux, c'est pas 220 € par mois, ça peut être 15 000 € par mois. Et du coup, en fait, à la fin, il va falloir commencer à choisir qui peut faire quoi avec chaque modèle, parce qu'on a des modèles très puissants qui peuvent faire des choses des fois très très bien, des fois peuvent complètement partir dans un mauvais sens si effectivement, au bout d'un moment, on s'y connaît pas assez, on a demandé de faire des choses, et peut décider de tout changer du jour au lendemain, parce qu'il pense que c'est le bon choix. Et donc, il va falloir faire des choix pour savoir quel modèle on donne à qui,
pour juste régler les coûts et c'est un petit peu sécuriser tout, quoi. Ça c'est par les coûts, mais on a vu Mythos, Fable, que tu as eu la chance de pouvoir utiliser quelques jours, 3 jours, je crois, c'est ça? Une semaine entière. Une semaine. Enfin, T'as eu du la chance dimanche soir au vendredi. Donc, du dimanche soir au 5 jours, vendredi. effectivement. C'est très puissant. Certains disent que Fable, c'était la version un peu bridée de Mythos. Ça permettait de faire quand même des choses et éviter que un jeune de 13 ans, sans vouloir stigmatiser, puisse finalement défoncer à distance une application bancaire parce qu'il l'aurait déstructuré, je sais pas comment tu dis. Décompilé, j'avais pas le terme. Donc ça veut dire qu'on va vers un permis. Il va falloir passer le permis. En fait, ça va un peu dans le sens de ce que dit Yati. Tu auras deux parties. Tu auras les boîtes qui auront les permis pour avoir des mythos, etc. Donc, peut-être qu'ici, chez Enchanted, ils auront la chance d'avoir un mythos parce que c'est super intéressant. Ils auront un modèle super puissant qui pourra tester plein de trucs que de base, un modèle se dirait, attends, mais pourquoi tu veux que je hack mon robot, tu vois? Et c'est super important pour eux. Des grosses boîtes le feraient aussi. Par contre, ça faut surtout pas le mettre à dispo de n'importe qui. Déjà, parce que ça coûte super cher, ça consomme énormément et tu peux faire des grosses bêtises avec. Et donc, tu auras un permis parce que les vendeurs, les Tencent qui feront leur modèle, Anthropic, etc., te donneront le permis et toi, ça sera ta responsabilité d'entreprise à faire que tes collaborateurs fassent n'importe quoi. Et après, toi, derrière, quand tu voudras utiliser des modèles, à ton compte, en perso, il faudra effectivement un permis parce que tu auras le coût financier. Ton abonnement, tu l'auras tué en une journée au lieu d'un mois parce que ça consomme énormément. Et de toute façon, eux-mêmes mettent des guardrails. C'est pour ça que Fable, soi-disant, a été coupé, mais tu pouvais pas faire de la décompilation toi-même avec Fable. Je vais pas dire que j'ai essayé, mais en tout cas, c'était beaucoup plus compliqué. Tu l'as pas dit que t'avais essayé. Et Mythos, pour l'avoir, tu vois, la moitié des grosses boîtes en France, ça prend 1 mois et demi, 2 mois, juste pour remplir le fichier d'accès à Mythos. Bon, là, c'est gelé, mais ça va bientôt se rouvrir. Christian, tu penses que ça ouvre de nouvelles perspectives pour les Data Protection Officers pour toi? C'est-à-dire qu'en fait, ça va devoir gérer aussi qui a le permis de coder en entreprise avec ce type d'outils ultra puissants? C'est important à mettre en place. Alors c'est vrai que le mot permis peut faire peur. Hein. C'est un mot qui a un peu une connotation de contrainte en fait. On sait que, mais par contre, il faut avoir une licence. Et c'est vrai que c'est important ce qu'a dit Alex. Hein. C'est vrai que de mettre dans les mains de tout le monde des outils puissants sans du coup permis entre guillemets, c'est vrai, c'est un peu comme un véhicule. On donne une Ferrari, une Porsche à quelqu'un qui n'a pas le permis. Il y a un mur qui est pas très loin, il va aller dedans, c'est ça certainement. Et quelqu'un qui a le permis, ça sera la même chose si jamais il n'a pas fait des cours de pilotage. Donc là, c'est là où j'en reviens, c'est avec les permis, il peut y avoir plusieurs niveaux, et c'est vrai que du coup, il y a tout ce qui est accompagnement, c'est très important dans les entreprises. C'est vrai que Mythos est très puissant, je pense que ce sera le premier avec Fable 5. Hein. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver, et pas forcément que des États-Unis. Hein. Comme ça, je pense qu'il faut le rappeler. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus discrets, et ça va très très vite. Et je pense surtout à rajouter, et je pense que l'exemple de la voiture sportive est un bon exemple. Il y a ceux qui veulent des voitures sportives pour s'amuser. Certains qui conduisent des voitures sportives mais qui n'ont pas le niveau et qui s'accidentent. Il y a aussi ceux qui prennent des voitures sportives pour faire des trucs pas légaux. Et effectivement, il y a... Ça s'appelle un go fast. Hein. Voilà, dans ce sens-là. Et donc il y en a qui vont essayer de faire pareil, tu vois. Et tu vois déjà tous ces hackers qui font des milliards sur la planète. Tu leur donnes des outils comme ça commence à être compliqué. Et peut-être que vous l'avez vu dans les arnaques aujourd'hui, les sites c'est des 1 pour 1. Parce qu'en fait maintenant avec les IA ils vont scraper directement, ils refont tout. C'est pas des mecs qui essayent pendant 1 mois de refaire le site de la Poste en pixel perfect. Non, il a tout scrappé automatiquement. Et c'est très rapide. Et donc, je le vois, et quand tu prends les sites SNCF, ils sont identiques. Et c'est un vrai problème. Donc, tu donnes ces produits-là à des gens qui vont en plus de faire des choses un petit peu vraiment pas bien et illégales. C'est un vrai problème. Même ça sera une vraie responsabilité de donner le permis. Et le point d'attention, et je pense qu'il faudra qu'on parte sur la Chine, c'est que tu vas sur Hugging Face, tu vas sur les modèles les plus téléchargés, c'est des modèles qui ont été tournés pour faire du hack. Des petits modèles qui ont été complètement réentraînés pour faire du hack, ils te diront pas, non, je vais pas essayer. Ils seront peut-être pas bons pour te parler de l'histoire et de faire plein de types de codes. Par contre, il va être super bon pour faire du hack. Et ils sont open source. Et pas si gros. Et c'est les modèles les plus téléchargés. Ça veut dire bon. Ati, t'es super inquiète là ou... Moi, inquiète non, parce que moi je développe pas et j'ai la chance d'être accompagnée pour ce que je développe par des personnes qui sont très compétentes dans ce domaine-là. Non, bah non, tu donnes pas ce genre de nom, ça se donne pas. Mais par contre, inquiète, oui, parce que pour les entreprises, pour les créateurs, pour les consommateurs, si on ne cadre pas et qu'on ne surveille pas et qu'on ne sécurise pas, ça va être une hécatombe dans pas si longtemps. Ouais. Et dans un futur de l'IA assez immédiat. Alors, on va dans quelques instants demander l'avis à Miroki ce qu'il en pense, mais est-ce quand tu dis ça, de cadrer, etc., tout de suite me vient un truc qui fait plaisir à Christian, qui occupe ses nuits, ses week-ends, son bonheur, IA Act. Christian, en septembre, il se passe quoi? On fait quoi avec ça? Ah, c'est le RIA.
Donc c'est vrai qu'on appelle ça la IA Act, l'IA Act. C'est vrai qu'il y a beaucoup de noms, mais en français. Il y a beaucoup d'acronymes, mais en fait, le vrai truc, c'est quoi? En français, c'est le RIA, hein, c'est le règlement sur l'intelligence artificielle pour l'Union européenne. Donc ça, c'est le nom pour nous. Mais ça, après, c'est l'AI Act, hein, qui est du coup le nom anglo-saxon. Alors c'est vrai que du coup, c'est une réglementation donc qui vient compléter entre autres le RGPD. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dedans. Donc on parlait de protection juste avant. Donc là, il n'y a pas besoin d'attendre le RIA parce que ça date quand même. Il n'est pas nouveau le RIA hein, quand même. Il date de 2014. Hein. Et c'est vrai que donc c'est long à mettre en place. Donc il y a plusieurs phases. Il y a déjà une phase qui est obligatoire. Donc il y a plusieurs niveaux de sécurité, d'obligation. Donc il y a une phase qui est mise en place là, le 2 août, hein, le 6 août, le 2 ou 6 août, ouais. Le 2, merci Yatil. Ça est une experte que je passerai après la main à Yatil sur le sujet. Et c'est vrai qu'après il y aura l'année prochaine, en fin d'année, en décembre, et puis l'année prochaine. Donc c'est vrai que ça a été coupé. Merci Omnibus, qui nous a pas bien servi de ce côté-là. Après, c'est vrai que ça impose, alors au niveau sécurité, je reviens dessus parce qu'on en parlait, il y a une obligation de sécurité quand même au niveau du RGPD. Ça, ce n'est pas nouveau, hein, c'est depuis 2016, donc mise en application en 2018. L'obligation de sécurité, et c'est pas une préco, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire bien, pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est une obligation, et c'est vrai que du coup, le traitement de données, l'IA en fait partie, c'est dedans. Alors c'est vrai que du coup, le RIA rajoute une couche par rapport aux usages et aux responsabilités, donc faut taguer, etc. Donc c'est vrai qu'il faut tout cartographier. Donc là, ça va un petit peu plus loin que le RGPD. Et je vais être peut-être critique, parce que j'aime bien de temps en temps BBC. On n'est pas là pour rigoler. Même si du coup, dans une façon de DPO, c'est dedans. C'est vrai qu'il y a quand même donc beaucoup des contraintes, donc c'est vrai que c'est là pour accompagner. Et c'est perfectible par rapport à l'intelligence artificielle, hein, parce que l'IA Act a été créé avant du coup, le grand public qu'on connaît tous sur l'intelligence artificielle générative. Ça a été créé avant ChatGPT, c'est ça? Avant ChatGPT, exactement. Donc c'est vrai que tout ce qui a été écrit, ça a été écrit pour l'intelligence artificielle qui existait depuis plus de 30 ans en fait. Et c'est vrai que là, maintenant, avec l'IA générative... Et ça marche quand même ou pas? Eh ben non. Ils n'avaient pas d'abstraction assez forte. Sur la base, du coup, de l'intelligence artificielle, le mot intelligence est gros en français, c'est pas du tout... c'est intelligence en anglais qui veut pas du tout dire intelligence neuronale. Comme on peut comprendre en français. L'intelligence service, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, ça n'a pas été prévu pour. Donc d'où il y a Omnibus qui essaie de remettre de l'ordre, un petit peu de bousculer cette réglementation différente. Il y en a beaucoup quand même, il a Tarek, etc. C'est quoi ce truc Omnibus? Parce que peut-être ceux et ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'on nous parle de RIA, de machin, il y en a partout. Alors, c'est quoi Omnibus? C'est un projet aussi. Alors contrairement au RGPD qui est déjà en place, le RIA, qui est déjà en place à moitié. Donc, du coup, il y a plusieurs échelons ça se met pas du jour au lendemain. C'est compliqué quand même à faire parce qu'il y a beaucoup de contraintes vis-à-vis des entreprises. C'est surtout les entreprises. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien dire, c'est pas des contraintes, c'est parce que, faut juste les prendre en compte et faire au fur et à mesure, tout simplement. Alors, Omnibus, donc c'est un gros projet. Donc là, on est dans un cadre de projet. Ça n'a pas été encore adopté. Ça a été déposé. Il y a les députés, etc. Mais c'est vu. Nous sommes de l'Union européenne. Hein, c'est pas que la France. C'est vraiment l'Union européenne. Donc là, l'Omnibus, donc c'est un projet. Donc c'est comme le petit train qui s'arrête à toutes les gares. L'Omnibus, c'est la même chose. Le RGPD est droit au but sur la protection des données. Il y a Acte, il y a directement du coup sur les usages, cadrage pour les usages de l'intelligence artificielle. L'Omnibus s'arrête un petit peu partout. Donc on vient combler des petits trous, mais en s'attaquant à plusieurs réglementations. Donc du coup le RGPD, le RIA, le DMA, le DSA, le Data Act. Donc ça revoit tout. Donc forcément ça bouscule tout le monde. C'est un petit peu toutes les réglementations en fait, il y en a 8 ou 9. Dans une grosse valise, on met toutes les réglementations de l'Union européenne sur la protection des données, sur le numérique en général, parce que c'est pas que sur la protection des données. Perso, il n'y a pas que ça. Du coup, on met tout dans une grosse valise, on mélange un petit peu tout, on regarde, on en sort des petits bouts, et puis donc du coup, Omnibus vient un petit peu bousculer tout ça, avec une contrainte forte qui est le message de l'Union européenne, c'est que du coup, faut qu'on redevienne compétitif par rapport aux États-Unis, la Chine, puis du coup l'Inde et puis les autres. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit, les règlements c'est très bien, ça nous protège, mais c'est vrai qu'on a un petit, du coup, même beaucoup, gros retard. Super. Je propose qu'on pose la question un peu à Miroki. Il pense quoi de tout ça, lui? Alors, Miroki, tu m'entends? Parce que pour les coulisses, hein, je demande à Miroki d'être mute quand on parle. Des architectures complexes ou des interfaces innovantes, il faut beaucoup d'imagination. Sans elle, pas de nouvelles applications ou de jeux. Et ils répondent tout à l'heure. Attends, Miroki. C'est un travail. La question, Miroki, c'est qu'est-ce que tu penses déjà d'un permis à points pour utiliser l'IA? Pour coder, allez. Un permis à points pour l'IA, c'est une idée intéressante et un peu mystérieuse, comme les... Pour s'assurer que tout le monde utilise l'IA de façon responsable. Ça pourrait responsabiliser les utilisateurs, mais ce serait probablement très complexe à mettre en place. Qui déciderait des règles et comment les contrôler? Vous en pensez quoi, vous, de cette idée?
Ça pourrait être au niveau de l'Europe, par exemple. C'est vrai que l'Europe pourrait proposer un cadre commun, mais cela resterait quand même très difficile à uniformiser entre tous les pays. Et puis, comment sanctionner les abus sans freiner l'innovation ou créer des inégalités? C'est un équilibre à trouver. Comment vous imaginez le système de sanctions, par exemple? Privé de clavier. Privé de clavier pour quelqu'un qui utilise l'IA pour travailler ou communiquer, ça serait une sanction très lourde. Un peu comme retirer le permis de conduire à quelqu'un qui en a besoin pour son métier. Vous pensez que ça serait une punition efficace ou trop sévère? Voilà, je sais pas ce que ça vous fait penser, mais en tout cas, on va pouvoir connaître la voix et pas le clavier. Je crois qu'il y avait une question dans la salle, ça. On peut applaudir Miroki, ouais. Allez, bravo Miroki, ouais. On a une question dans la salle. Bonsoir, déjà ravi d'être parmi vous. J'ai l'impression d'être dans une émission de télé, c'est génial, avec le matos et le robot qui parle. Alors moi, ce que j'ai pas trop compris, c'est j'ai compris que c'est un débat. Alors vous êtes dans un univers vachement varié tous ensemble. Mais parce que moi je suis arrivé malheureusement en cours de route, et j'ai pas compris, est-ce qu'il y a vous avez un consensus ou vous êtes en mode débat clash, on débat complètement, voilà. Donc je sais pas si tu as une réaction. Moi je peux parler de mon univers. Moi je travaille dans un studio de motion design basé à Montréal. On fabrique des expériences immersives. Génial. Notamment on a mis en place récemment un projet qui s'appelle Ça Cartoon au Palais à Montréal. En fait c'est un photobouffe qui transforme en toon. Voilà, on met en place des projets comme ça. Et nous, un photobooth qui se transforme en... En fait, vous voyez ce que c'est un photobooth? C'est en gros, tu t'es pris en photo et ça te transforme en personnage de Toon. Voilà. Tout simplement. Ah, de Toon, d'accord. Okay, en Toons, voilà. Ok. Après, il y en a qui peuvent te transformer en pirate. On a fait ça. Et en fait, nous, dans le motion, ça fait très, très peur l'IA. Les motion designers ont peur d'être remplacés. Les designers en général. Nous, on se rend compte que ça nous fait gagner du temps. Après, c'est pas parfait comme on l'a vu là. Voilà. Donc, je voulais voir, d'ailleurs, je voulais savoir un petit peu plus sur Hiroki. Je sais pas si on peut lui parler directement parce qu'il a l'air encore d'être un peu lent à l'allumage, mais il est bien quand même. C'est une sacrée prouesse d'ailleurs. Je voulais dire bravo. Oui, il est vachement bien. Et c'est vous qui vous en occupez, c'est ça, à gauche, j'imagine? C'est Richard qui est... Moi, la question, c'est savoir un petit peu Rocky, comment il a été créé, la DA, Allez, on y va. Vas-y. Voilà. Richard, raconte l'histoire. Alors, l'histoire de la lenteur à la mise en service, hein, c'est que, comme je disais, j'utilise un petit accessoire qui me permet de le mute, de le faire taire, parce que dans le cadre d'un enregistrement d'un podcast, c'est vrai que il serait le plus bavard que certains autour de cette table, et c'est déjà assez étonnant comme performance. Et après, du coup, nous, on est les héritiers de 20 ans de robotique française, hein, puisque le fondateur ici de Enchanted Tools vient d'Aldébaran, donc ça fait 20 ans de robots. Mais surtout, je pense que ce que les gens voient pas, là, voilà. C'est un peu comme de la Miroki Experience ou du podcast. Et donc voilà, oui. Donc si vous l'avez pas entendu, il s'est mis à intervenir. Donc je disais oui, l'histoire surtout, c'est nous on est persuadé que quand tu fais un robot, tu crées un personnage. Et donc en fait c'est ça qui va nous différencier de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans l'offre robotique, ou une grande partie de l'offre robotique. C'est qu'on veut aussi montrer que la technologie ça peut être positif, que ça peut raconter des histoires, que ça peut faire sourire. Je dis aujourd'hui, si vous regardez une maison, une voiture, on les fait utiles, mais aussi belles et aussi agréables, même si, en effet, on voit pas mal passer l'évolution du design qui tendu à rendre tout blanc, gris et noir. Mais voilà, on est des êtres humains, on aime ce qui est beau et utile, et nous, on a essayé d'appliquer ça à la robotique. Et quand Miroki t'a interrompu il y a quelques instants, c'était pour dire une chose très vraie. Là, on est chez... Je le dis doucement, Enchanted Tools, au sous-sol des bureaux. C'est vrai que c'est le moment de promo parce qu'il y a un événement qui se passe demain. Avec le café enchanté au rez-de-chaussée qui est ouvert. Et demain matin, ici au sous-sol, il y aura le Miroki Experience, qui sera un musée, qui sera visitable tous les mercredis et toutes les premières semaines de vacances pour tout le monde. Donc venez visiter, j'ai oublié le numéro de la rue des Fontaines-au-Roi. Merci, au 18 rue des Fontaines-au-Roi, au sous-sol, tous les mercredis et toutes les premières semaines de vacances, il y a une exposition pour qu'on se familiarise avec les robots. Et c'était l'intervention, tiens, Miroki s'est éteint, mais c'était l'intervention que Miroki voulait faire de parler de son expérience. Donc c'était tout à fait de bonne aloi. C'était l'instant promo vu par Hubert Kratirov, qui nous fait les jingles formidables. Merci beaucoup Hubert. Tiens, on va rester un peu avec toi parce que... comme cette émission n'était pas du tout préparée, tu m'as dit que tu aimerais
fait que l'IA allait prendre possession de nos PC, c'est ça? Oui. Alors, juste avant de vous parler de l'IA qui prend possession de nos PC, vous parlez, puisque ça fait le lien avec le coût de l'IA, avec le permis à points, le nombre de personnes et les craintes des étudiants que j'ai en cours d'être pas embauchés à cause de l'IA et que ce soit une baisse. Il y a deux personnes très importantes. Il y a Jack Dorsey, qui est le fondateur de Twitter, et Jeff Bezos. Alors, ils sont très importants dans le monde de l'employabilité, puisque Jeff Bezos, il emploie 1 500 000 personnes. Jack Dorsey, c'est le fondateur de Twitter, et quand Twitter a été racheté par Elon Musk a viré 70 à 80% du personnel. Donc Jack Dorsey et Jeff Bezos savent de quoi ils parlent quand ils parlent d'emploi, de durabilité, de nombre de personnes employées. Et je parlais au tout début de quel pourcentage de la masse salariale on allait consacrer à l'IA. Et là, il y a de ces trois personnes et de ces trois informations, il y a quelque chose qui émane et qui consiste à dire, comme le disait Alexandre, que l'IA n'était pas une crainte pour les emplois, même si temporairement ça peut faire baisser quelques emplois, mais c'est pas une crainte parce que la puissance de développement que génère l'IA multiplie les projets, et pour gérer ces projets à l'échelle, on aura besoin de plus de monde, et ça va générer beaucoup plus d'offres, et cette offre va trouver une demande, et ça va être un cercle tout à fait vertueux. Donc les possibilités que nous donne l'IA va peut-être dans un premier temps générer quelques déceptions de codeurs qui trouveront plus de place, mais dès que les projets seront mûrs, ils retrouveront de la place pour mieux gérer ces projets. Et le fait qu'une boîte aujourd'hui puisse se lancer 5 apps à mettre sur l'App Store et sur Google Play, puisse lancer non pas 2-3 sites internet, mais carrément une dizaine de sites internet, c'est quelque chose qui est extrêmement positif et qui, après, en maintenance, va nécessiter, en termes de création de contenu, en termes de SEO, de GEO, va nécessiter des emplois supplémentaires. Donc, et c'est le point consensuel de Jack Dorsey et Jeff Bezos, il y aura de plus en plus d'emplois créés, même s'il y a toujours un petit creux de vague, il y aura de plus en plus d'emplois créés. Et le point que je voulais faire sur tu crois qu'on va avoir un creux? Je pense qu'on y est. À la rentrée, là, ça va. Je pense qu'on y est en 2026. Ça casse un peu ou? Et il y a des étudiants diplômés qui n'ont pas d'emploi parce que l'entreprise dit non, on a consacré, soit on n'a plus de budget parce que c'est l'IA qui le prend, soit on a besoin de moins de juniors, et donc alors, qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces juniors là, parce qu'ils ont l'été pour s'y préparer, il y en a qui sortent alors travaux de vacances pour cet été. Voilà, alors, de tous ces vacances de l'ami Hubert. De tous ces juniors, vous achetez, pour les plus vieux, vous achetez des cahiers de vacances pour vos enfants, et je vous donne moi des cahiers de vacances pour vous. C'est un Lego, Alexandre navigue dedans très facilement, mais pour vous autres, c'est un Lego à monter sur son ordinateur pour être 100% autonome en IA, avec des outils qui sont très simples d'abord. Un LM Studio, c'est un outil qui va permettre de mettre un LLM sur votre ordinateur. Après, il va falloir aller sur Hugging Face, trouver un modèle à importer. Moi, je vous conseille, juste à titre indicatif, le Gemma 4, 12 milliards de tokens. Si possible, on va le quantiser pour qu'il soit un peu plus petit. Et c'est quelque chose qui tourne sur un PC à moins de 1 000 € du marché. Une fois qu'on a ça, on va mettre par-dessus un petit curseur ou un petit Hermès. Et on va être complètement autonome. C'est-à-dire qu'on peut couper Internet, on peut enlever le Wi-Fi. Le budget pour tout ça, c'est 100% free, my friend. Comment? Complètement gratuit. Ah mais Cursor est gratuit. Cursor est gratuit, LM Studio est gratuit. Donc si on n'aime pas LM Studio, tout le monde peut faire. Les PC du commerce, alors pas ceux qui ont 10 ans, mais les PC du commerce d'aujourd'hui. Les nouveaux Mac là. Le Mac Neo à 8 Go. Ça marche ou pas trop? Je suis pas sûr le Mac Neo à 8 Go. Blague à part, ils viennent prendre 100 € dans les 2 jours qui viennent, mais peu importe. Il faut un tout petit peu plus puissant que le Mac Neo, mais un MacBook Air et un MacBook Pro le prennent. Enfin, je l'ai sur le MacBook Air et le MacBook Pro, donc ça le prend. Donc c'est gratuit. LM Studio ou Olama si on n'aime pas M Studio, ou Docker si on n'aime pas ça. Une petite connexion chez Hugging Face pour
importer chez soi son propre LLM, donc il est chez vous, il a été entraîné réellement par Meta, mais maintenant il est chez vous. Il reste sur ton disque dur. Il reste sur ton disque dur, tu coupes le Wi-Fi, tu lui ajoutes du Hermès, tu lui ajoutes un RAG. Le RAG, c'est tout simplement les règles supplémentaires que vous voulez lui donner. Et pour ajouter un RAG, quoi de plus simple que de faire un fichier texte, tout le monde sait faire un fichier texte. L'étape au-dessus, c'est de faire un fichier Markdown, .md, c'est ça, ouais. un .md, bon, très simple, c'est enregistré sous .md. Voilà, une hiérarchie d'informations, tout ce qu'on veut dire de spécifique à son LLM, parce que si vous prenez GEMA 4, 12 milliards de tokens, peut-être qu'il n'a pas vos informations sur la finance, sur les RH ou sur votre problématique de code. Ben, vous lui ajoutez ça en simple fichier texte. Si vous connaissez Obsidian, c'est un très très bon système Markdown qui va permettre vous dites à votre LLM, vous dites à Hermès, de prendre en RAG. Le RAG, c'est ce qu'on ajoute au LLM qui est spécifiquement à nous, mais qui ne sortira pas de votre machine. Donc, vous coupez le Wi-Fi. Ce sont des données, en fait, hein, c'est ça? C'est une base documentaire? C'est une base documentaire, c'est ce qu'on fait tous avec LM Notebook. On lui donne des PDF et puis il nous fait le LM Notebook est un gros RAG. Et là, l'inverse fonctionne. Vous importez votre LLM, vous écrivez votre RAG ou vous lui donnez tous les documents que vous avez dans un fichier MD en RAG. Et vous coupez le Wi-Fi, vous coupez Internet, vous coupez tout, et vous avez sur votre ordinateur, et ça c'est le travail à faire pour tout le monde d'ici septembre. Ça prend une petite journée, le temps de télécharger, le temps de comprendre, le temps de s'amuser un petit peu, et vous avez une IA 100% autonome sur votre ordinateur qui coûte rien, qui ne consomme pas d'eau, qui ne consomme pas d'électricité à part celle de votre ordinateur, qui ne consomme pas d'électricité dans les data centers, et qui fonctionne moins bien qu'un Claude, moins bien j'ai pas testé Fab ni Mythos, mais moins bien que les derniers outils dernière génération, mais qui fonctionnent diablement bien. Donc, travail de vacances pour tout le monde. Au 1er septembre, je relève les PC et je veux voir tout le monde avec le bon Hermès, le bon Agent ou le bon Claude Cowork ou tous ces outils-là. Ils sont quasiment tous gratuits, donc on n'a aucune raison de ne pas le faire. Et puis, petit passage de balle à Ti sur le GEO, toi qui as bercé dans le SEO, maintenant le GEO arrive et Google... Le point sur le GEO à la rentrée, là. C'est quoi cet été pour être prêt? Si on a raté les marches d'avant. Déjà, on fait en sorte que nos sites... En vrai, j'ai pas envie d'inventer des conneries, sachant qu'on n'a pas de recul suffisamment important aujourd'hui pour donner des vrais conseils en GEO qui soient intéressants. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les robots et les LLM puissent à la fois visiter, comprendre ton contenu, ton site, puissent te considérer comme un site autoritaire. Finalement, c'est des critères qui sont aussi utilisés en SEO. Maintenant, on a les LLMS.txt qui sont les fichiers un peu les robots TXT qui s'adressaient, tu vois, aux robots d'exploration des moteurs de recherche. L'objectif est de faire en sorte de pouvoir ressortir sur les LLM ou sur les overviews de Google, etc. Parce que ça y est, ça a bien accéléré. Chez Google, ils ont bien accéléré. Effectivement. Là, il faut que tu aies de la donnée contextualisée, que tu sois précis, que tu sois à jour, que tu aies quelque chose à apporter qui soit supérieur à ce que l'IA te donne. Donc, la création de contenu full IA, autant te dire que c'est pas comme ça que tu vas ressortir puisque c'est elle qui l'a créé. Oui. Elle la reconnaît d'ailleurs, hein, c'est ça. Oui, de toute façon, heureusement. Et après, c'est toute la donnée qui va être de plus en plus précise en matière d'informationnel. Après, le problème du GEO, c'est qu'il faut te demander où est-ce que tu vas ressortir. Ça change aussi un petit peu tout le chemin du tunnel de conversion, où avant, par exemple, en SEO, on crée énormément de contenu informationnel pour ton acquisition, tu vois, ça passe aujourd'hui le SEO principalement par des articles de blog. Petit à petit, la requête informationnelle bascule sur les modèles d'IA où tu peux poser des questions plus longues, plus précises, plus contextualisées à un chat GPT que à Google où tu limitais pour avoir une réponse. Sur le site final, quoi. Voilà, donc ça bouge un peu. Maintenant, l'aspect conversion pour le moment est toujours sur les sites, même si ça s'intègre petit à petit dans les LLM directement. Et de ce côté-là, je pense qu'il va falloir arriver à être plus précis au niveau des cas d'usage et de la recherche. Il va falloir réussir à répondre à des questions beaucoup plus précises que des sujets larges comme le SEO. On le faisait. Juste une dernière chose, je suis
d'accord et pas d'accord avec ce que Hubert dit. Sur le côté de l'emploi, il va y avoir un creux. Ça, je suis complètement d'accord. Déjà parce que les entreprises partent du principe qu'avec l'IA, elles n'ont plus besoin des experts et des pros. Ce qui est faux, mais elles vont mettre plus de temps à s'en rendre compte. Et ce creux-là va créer en attendant, tant pour les salariés que pour les... Qu'elles vont freiner et après il va falloir réaccélérer, ce qui prend toujours plus de temps. Oui, parce qu'il va falloir corriger, désolé du langage, mais toutes les conneries qu'elles font. Donc moi, par exemple, j'entends sur une vidéo, là il y a pas longtemps, je faisais une vidéo sur ce qu'on oublie de faire ou les problématiques de la propriété au niveau des sites. Propriété du nom de domaine, de l'hébergement, du contenu, du code, etc. Et je vois dans mes commentaires, mais de toute façon aujourd'hui plus besoin d'un webmaster. Avec l'IA, je fais mon site en 3 minutes. Ouais, mais moi si je viens sur ton site, il n'y a pas de mention légale, il n'y a pas de RGPD, il n'y a pas de sécurité. Niveau SEO, c'est affreux. Donc en ton fait, site il est moisi, quoi. Ton site il est moisi, mais tu vas pas le savoir tout de suite. Donc toi tu crées, et au bout de 6 mois, 8 mois, tu te dis putain, je comprends pas, j'ai pas de clients. Putain, je comprends pas, je viens de prendre une prune par la CNIL. Et c'est là que la personne va se dire finalement j'ai peut-être besoin d'un expert pour m'accompagner. Et ça va être dans énormément de domaines. Donc en fait ça freine. Donc tu vas en chercher, comme ils seront pris, t'en auras pas, c'est la fête. Et il faut bien se dire que ça reste quand même des profils qui vont être de plus en plus techniques, qui vont être recherchés aussi. Et puis juste une petite remarque à titre éducatif, il faut dire qu'aussi nos recherches effectuées au sein des LLM aujourd'hui vont être monétisées par les fameuses LLM, et donc demain quand tu vas taper je veux une recette de gâteau au chocolat, pour l'instant ça reste du chocolat, mais on sait que très très bientôt ça va être la marque de chocolat qui va mettre un peu de pognon dans le système, et donc la fiabilité ou la véracité des informations qu'on va avoir vont devoir être aussi on va devoir prendre le recul que les gens n'ont pas encore sur les recherches Google sponsorisées. Il va falloir qu'on l'ait dans les requêtes GPT. Le LLM est un moteur d'affaires, est un apporteur d'affaires, c'est ça pour certaines marques. Oui, c'est ça. C'est en effet. Donc quand je parlais du gâteau au chocolat, on va pas te dire mets 500 grammes de chocolat, on va te dire mets 500 grammes de telle marque de chocolat machin. Pas de marque. Pour pas on met pas de marque, mais pour que ton gâteau soit meilleur. Et donc on peut imaginer que les consommateurs derrière disent rajoute-le dans ma liste de courses. Et donc ça c'est un nouveau pan de l'économie que pour l'instant on cache. On a une question d'Adrien. Oui, merci. Là, moi, j'ai une question qui est très actuelle, puisqu'on vient justement de sortir d'une vague de chaleur, tout ce qui est le dérèglement climatique. Et donc, les scientifiques, ils sont clairs sur ça. Pour le dérèglement climatique, il faut produire moins de gaz à effet de serre, c'est-à-dire moins d'énergie fossile. Malheureusement, avec tout ce qui est IA, au final, la consommation informatique fait que on demande encore plus d'énergie et donc on utilise encore plus d'énergie fossile. Par rapport à l'IA, qu'est-ce qu'on peut attendre pour que on réduise, pour qu'on freine l'augmentation de la consommation et même qu'on aille jusqu'à réduire la production d'énergie fossile, la production de gaz à effet de serre. Justement, je pense que le plus important, c'est ce qu'Hubert a dit juste avant, avec les petits modèles en local. C'est la solution en fait pour tout le monde. Est-ce que corriger un mail, ça a besoin d'activer une IA qui pèse 300 gigas sur un serveur aux US ou en Chine? Peut-être en Europe, mais je suis pas sûr. Donc en fait, justement, la réponse, c'est on a déjà sorti assez de minerais pour nos super téléphones un peu chers, un peu gros et même souvent trop gros. Aussi pour nos ordinateurs, mettre des petits modèles d'IA en local, ça va être providé de plus en plus. Un Siri arrive, Lenovo le fait très bien, Dell commence à le faire et plein d'autres. Donc ça va pouvoir répondre à plein d'usages de tous les jours. Et après, c'est pour ça que cette question du permis, c'est pas que financier, ça a beaucoup de sens. C'est pour pouvoir en fait justement dire qu'aussi avoir accès aux gros modèles, tout le monde le fait aujourd'hui parce que tout le monde a envie de tester. L'hype, on va redescendre, on va payer le vrai prix. Il ne faut pas s'inquiéter, il n'y aura pas de grand monde qui aura 10 000 euros à mettre par mois pour développer une app. Et surtout, aujourd'hui, ça fonctionne déjà. Pour ceux qui ont des iPhones, à partir de l'iPhone 15, vous avez déjà 6 gigas d'IA dans le téléphone. Et nous, on a fait carrément une app avec PPC dessus, qui permet justement d'utiliser de l'IA locale dans le téléphone, donc complètement gratuite en fait, qui a zéro inférence. Alors oui, ça utilise la batterie du téléphone. Bon, voilà, c'est pas des serveurs au bout du monde. Et qui permet de faire des recordings d'appels et des résumés. C'est-à-dire que j'ai une réunion, j'enregistre, ça fait un résumé de la réunion, très simple, mais de base, demander à ChatGPT pour le faire. Est-ce que c'est nécessaire? Nous, on a travaillé pour qu'on ait plus besoin de le faire. Et l'application s'appelle NoteTaker. AI. Et vous l'avez sur l'App Store. Réponse aussi, pour paraphraser Emmanuel Macron, Plug Baby Club. Plug Baby Plug. En France, on est excédentaire en énergie et on pourrait ouvrir gratuitement en France. Et il faut donc une des solutions, c'est d'utiliser des IA françaises, si possible Mistral, pour faire tourner les data centers français
qui sont à l'énergie nucléaire et on a un excédent de 9 gigawatts qui nous permettrait d'ouvrir gratuitement une dizaine de data centers en France avec l'électricité qu'on n'utilise pas et qu'on vend à l'extérieur. Est-ce qu'il vaut mieux vendre de l'électricité à 2-3 centimes du kilowatt alors que nous on le paye 22 centimes? Est-ce qu'il vaut mieux vendre de l'électricité à 2-3 centimes du kilowatt à l'Italie et à l'Allemagne? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des data centers en France qui utilisent cette électricité et vendent de l'IA aux autres pays? Donc je suis tout à fait d'accord, quand on fait tourner des modèles chinois ou américains, il y a un problème d'eau, il y a un problème de CO2, mais quand on fait tourner des data centers français, là il y a pas ce problème. Donc soyons entre guillemets, soyons chauvins, soyons français, faisons tourner nos centrales nucléaires qui sont là et qui produisent de l'électricité. Je sais pas si c'est satisfaisant, tu fais non de la tête, mais ce serait intéressant d'avoir une discussion là-dessus, mais c'est pas le centre du débat, mais très intéressant comme question. Ça sera poussé par les Français et les Européens, mais les Français on est quand même très bons pour ça, c'est sûr. Toi, Gemma, les fameux modèles de Google qui sont petits et très bons, très connus pour être petits, et le directeur du programme, alors oui, il est aux US, c'est un Français, il s'appelle Olivier, il est super, et il est complètement convaincu que c'est les bons sujets. Et voilà, donc en fait, on est très bon pour ça. Il y a plein de solutions. Mistral, ils font pas des bons modèles, mais ils font des petits modèles qui font le taf. Donc tu vois, c'est une des options. Et aujourd'hui, il faut des boîtes et surtout beaucoup de pays qui se disent faut aller dans ce sens-là. On est l'Europe. Les US font des gros modèles, ils nous font payer très cher. La Chine fait des gros modèles, ils nous font pas payer cher. Et au milieu, il y a l'Europe et c'est là où nous, faut qu'on mette des règles. Et au fur et à mesure, ça va passer. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, tu prends la génération d'images, etc. La moitié des gens en entreprise utilisent Photoshop, la suite Adobe. Ils ont la suite Adobe Cloud. Ça consomme des quantités énormes d'énergie sur les serveurs parce qu'ils n'ont pas les PC qui font tourner les trucs. Donc effectivement, faire des images avec de l'IA et en même temps faire la Adobe Cloud, c'est énorme, faut faire un choix. Donc, quand tu mets les choses bout à bout, en fait, il y aura juste un remplacement des technos. Donc c'est pas non plus... Ouais, et puis t'as un sujet aussi, je pense, peut-être dans les... Si on va chercher au fin fond des bons côtés du capitalisme, où aujourd'hui Jensen Huang, quand il prend la parole dans les dernières GTC, il dit il faut qu'on crée plus de tokens avec moins d'énergie. Et donc je pense que déjà on peut le voir avec le passage vers l'ARM dans les téléphones et tout. Et je pense qu'il y a un moment donné aussi où je pense que pour des logiques économiques pures, il va y avoir un intérêt à avoir des data centers qui soient plus performants et plus économes. Donc parce qu'en effet, il y a l'électricité française, mais c'est un peu l'exception qui confirme pas une règle. Mais je pense qu'il y a quand même chez les industriels aujourd'hui, il va y avoir ce souhait ou cette volonté d'arriver à faire des data centers plus sobres, mais pas pour sauver la planète, mais pour faire de l'argent. Donc on peut espérer que ça soit, voilà, comme je disais, une des qualités cachées qu'on n'avait pas vu arriver du capitalisme. Ce qui est merveilleux, c'est que cet épisode, on a presque une heure déjà d'épisode et le point Godwin n'a pas été atteint. On n'a pas parlé du mot souveraineté. Donc franchement, bravo. Et c'est génial, on s'en sort plutôt pas mal. Une amie me disait, en préparation de cette émission, un truc formidable, elle me disait « Test Unlearn à gogo ». Elle s'appelle Alice. Elle me parlait de veille, de formation, de spécialisation qui sont indispensables. Ati, tu réagis comment à ça? J'ai pas écouté, je faisais coucou à Alice. Alors, une amie me disait récemment, test and learn à gogo, il faut faire de la veille, de la formation, de spécialisation, et tout ça, c'est indispensable. Ça rejoint un peu ce que tu disais au début? Oui, je pense qu'il faut rester constamment en veille, je pense qu'il faut apprendre, je pense qu'il faut se former, je pense qu'il faut se faire accompagner. Et même quand tu fais ça, t'as l'impression de courir tout le temps. Je sais pas pour vous, parce que je pense que vous êtes pareil que moi. Vous faites ça et t'as l'impression constamment de courir et d'être toujours en retard. Mais vous êtes moins en retard quand même que 80% des gens qui ne le font pas. Et dites-vous bien que de toute façon, ça va tellement vite qu'on sera forcément dépassé sur certains aspects. Donc je pense que le travail d'équipe prend aussi une autre tournure, où les landing hub d'agents qui va pas du tout aller avec les questions qu'on a traitées juste avant qui concernaient la consommation, mais il va falloir réussir à s'organiser pour choisir nos combats, je pense, et pour s'accompagner, parce que même si l'IA nous permet de tout avoir, je pense que nous on n'est pas capable de tout gérer, donc on va être limité par nos propres on va la marquer celle-là. C'est une belle punchline, ça, c'est bien. Non, on va devoir choisir nos combats. Il faut faire les choix. Ouais, donc, il y a beaucoup de trade-off. Alex, tout à l'heure, on a eu une leçon par le professeur Kratirov de ce qu'il fallait faire cet été sur ce fameux cahier de vacances. J'aimerais avoir ton point de vue. Quelle note tu lui donnes au professeur Kratirov? 10 sur 10. 10 sur 10? 10 sur 10. Je pense juste que le professeur devrait faire quelque chose de plus simple. Tu devrais toi-même créer un petit repo GitHub où automatiquement ça set up tout sur l'ordinateur. C'est moins drôle. C'est moins drôle, c'est sûr. Mais parce que ça peut paraître un petit peu sport, mais moi qui
et j'ai le modèle Gemma 4 12B en refait avec Fable sur mon ordi. C'est très simple à faire, mais c'est vrai que pour certains, je pense que ça fait peur. Il faut leur montrer qu'en fait, il faut que ce soit empaqueté de A à Z, tu vois. Mais il n'y a pas de plus beau puzzle que celui que tu as fait toi-même. Et si tu comprends, c'est beau ça. si tu comprends comment tu as fait ton Lego, tu as peut-être plus envie de l'utiliser. Je suis un peu contre les solutions trop packagées, mais tu as raison. C'est le côté professeur. On pourrait le faire aussi, mais je pense que c'est bien que les gens se mettent les mains un petit peu dans le moteur et sachent réparer leur voiture plutôt que d'appuyer sur des boutons. Je te dirais, faisons les deux et juste à la fin, tu donnes la solution s'ils n'y arrivent pas. Génial, c'est ça. Faisons les deux, tu as raison. Et ils essayent au moins et après ils ont la solution directe. Le voyage et la destination en même temps, quoi. Voilà, exactement. Wow. Le voyage avec moi, la destination avec TGV. En même temps, c'est très quantique en fait finalement. Allez, j'ai peut-être une question. Ça rejoint un peu ce qu'a dit Ati, ça me perturbe un peu depuis tout à l'heure. Si vous deviez interdire un seul usage de l'intelligence artificielle dès demain, ça serait quoi? Ah, je sais. Les abrutis qui se prennent en photo et qui se rendent plus beaux. Et ça consomme. Et les starter packs. Et c'est toutes ces modes de on transforme son animal de compagnie en Charlemagne. Toutes ces trucs qui consomment des tokens, des générations d'images, des générations de vidéos. Charlemagne en tant qu'animal de compagnie, ça consomme aussi. Aussi pareil. Ou des gens qui font 10 secondes de vidéo pour dire, regarde, on arrive à faire voler un papillon. Non, ils volent. On arrive à faire voler une souris. Eh ben non, ça sert vraiment à rien. C'est des tokens jetés à la poubelle. Ouais. Ça me hérisse le poil. Christian, un truc qu'on a interdit, c'est quoi? Rien du tout. Je pense que Merci Christian. Les chemises à fleurs. Je pense que faire les tests, ça fait partie de l'apprentissage en fait. Ouais. Et là, c'est important en fait. Donc on voit les limites, on voit du coup les débordements. Donc là, c'est vrai qu'il y a un coût pour la planète énorme. Mais c'est vrai que du coup, ça fait partie des limites qu'on apprend en marchant. Et je trouve que ça sert à chacun de faire son expérience. C'est vrai que ton idée, Hubert, de monter soi-même son petit moteur IA sur son ordi, ça permet de maîtriser déjà comment ça fonctionne, même si ça peut être technique. C'est vrai qu'Alex a raison, hein, ça peut faire peur. Mais c'est vrai que c'est une étape qui est intéressante. Ça permet de comprendre le fonctionnement, ce qui est derrière, parce que c'est le même fonctionnement qu'il y a sur les gros data centers de toute façon, et du coup aussi de maîtriser, donc je reviens sur la protection des données, de maîtriser justement les données, de voir comment c'est traité, quelle machine, quel système SIA, du coup comment c'est traité et comment ça fonctionne entre chaque système, sachant que du coup c'est la même chose avec les data centers, mais en beaucoup plus gros, hormis que ton ordi va être déconnecté du réseau, Hubert, tandis qu'un data center, du coup il y a tout le monde qui est connecté dessus, en tout cas les gouvernements, que ce soit américains, européens, chinois, Russe, Inde, ce que vous voulez, mais où que soit votre data center, il y a toujours un accès dessus par autrui. Ati, s'il y avait un truc que tu interdirais, je sais pas si c'est un truc que tu fais, ça. Il faut pas me demander ça, je suis un vrai dictateur, moi, tu sais. Honnêtement, dictateur. Non, ouais, bah, tu sais pas, c'est bon. Non, honnêtement, dans mes moments les plus radicaux, je dirais qu'il faut ne pas utiliser l'IA à des fins personnelles, et qui ne sont pas productives pour la société ou pour l'économie, etc. Ça, c'est un discours de gros capitaliste, mais on parlait de l'écologie juste avant. Maintenant, je pense qu'il faudrait surtout pouvoir différencier les IA données au grand public. Ça ne sert à rien de filer un fable à quelqu'un qui l'utilise pour lui demander une recette de gâteau au chocolat qu'il peut trouver dans un livre de recettes ou sur Google. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faudrait pouvoir différencier la puissance des modèles qu'on donne au grand public dans une utilisation de j'ai pas envie de m'embêter, donne-moi 5 idées de date pour aller pécho mon crush, et celle qu'on va utiliser. C'est un prompt, ça. Hein, bah attends, mais tu n'as pas idée. Déjà moi, il y a quelque chose. Si tu fais ça, attends, moi je te provoque un peu. Je comprends ton truc, mais si tu fais ça, parce que moi t'es un peu dictateur, mais ça veut dire que t'as une société à deux vitesses. T'as ceux qui peuvent accéder aux gros trucs et puis ceux qui pourraient plus. Alors, qui décide de ça? En fait, ce serait pas tant ceux qui peuvent ou ceux qui peuvent pas, c'est au niveau de l'utilisation. C'est-à-dire que toi, si tu veux une recette, t'es redirigé sur un modèle simple, faible, qui consomme peu. Pourquoi? Parce que t'as pas besoin de modèle qui pour une donc recette. Tu veux dire c'est LLM as a judge, c'est-à-dire qu'en fait il est capable en fonction de ma demande d'aller chercher le truc qui est déjà un peu le cas dans les systèmes. Adrien n'est pas d'accord, ou peut-être il est d'accord, je sais pas. Ouais, ça dépend. Viens avec nous, Adrien, vas-y. C'est déjà le cas, hein, tu sais, sur certains modèles. Bon, ça choisit déjà. Maintenant, moi je suis d'accord avec Hubert sur le fait que quand l'utilisation de l'IA est faite pour des âneries, je suis désolé, mais à grande échelle, bah ça plus ça plus ça. Reformuler un paragraphe, c'est pas la peine d'utiliser Claude Sonnet 4.6, quoi. C'est
Ah ouais, Ça sert à Opus, rien. même Ou Opus, tu ouais, vois, d'accord, ouais. pour encore une fois une recette de gâteau ou des idées de date pour aller voir ton crush. Si tu l'utilises de façon productive pour faire avancer les gens ou l'entreprise, etc. Bon, ça peut entre guillemets s'expliquer ou justifier la consommation de ressources pour des choses que tu trouverais sur Google en 3 minutes. Adrien. Alors pour compléter, un cas encore plus visuel, c'est la personne qui va faire une demande à ChatGPT, c'est-à-dire 40 requêtes Google, pour un truc qu'elle aurait fait en une requête Google. Merci. Bien joué. Ça, c'est problématique. Alex, un truc que t'interdirais, toi? Ce genre de questions? Non, moi, de base, toi, j'aurais interdit, mais c'était quand il y avait Opus 4.8 qui était sorti, il y a des compilations, etc. Parce que c'est des trucs pas bien qui étaient pas bloqués. Maintenant, c'est le cas. Après, je te dirais juste, ça faudra que les gens soient malins, mais c'est le business, en fait, autour de l'IA. Si les gens utilisent des gros modèles et qu'ils arrivent à faire des trucs super, ils arrivent à faire des trucs, ça fait de l'argent aussi pour d'autres. Donc, moi, je te dis, essaye. Puis après, de toute façon, à un moment, ça te coûtera trop cher. Si t'arrives pas à faire de l'argent avec. Richard, t'interdis rien ou t'interdis un truc ou... Bah, moi, je fais partie un peu des idéalistes, donc j'interdirais pas tout, mais peut-être pour sans partir sur la guerre et la paix dans le monde et tout, ce qu'on souhaite tous. Peace. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai que voilà, j'ai un peu ce côté, moi, un peu idéaliste. J'en parle, c'est pas la première fois, mais voilà, je pense qu'on peut tous cohabiter. C'est pas la première voilà. fois que Ouais, tu non, fais ça. on peut cohabiter entre la technologie, la nature et les humains. Je pense qu'il y a une place. Non, je m'interroge beaucoup moi justement sur la créativité. Moi, j'ai la chance de diriger un département de communication et c'est vrai que du coup, on a été les premiers à être touchés par l'IA et finalement, j'ai l'impression qu'on va être les premiers à en sortir parce que en fait, nos produits, notre contenu, images, vidéos, sons, texte, et ben en fait maintenant il est pollué par l'IA et donc on est déjà nous en si peu de temps. Tu vois, on parlait de qu'est-ce qui se passe en septembre. En septembre, en fait, nous notre travail de communicant, ça va être de refaire les choses à la main. Donc voilà, donc moi mon conseil serait plutôt de dire, si vous travaillez dans certains domaines, interrogez-vous, est-ce que vraiment l'IA c'est la bonne solution? Parce que c'est pas forcément toujours le choix pérenne. Donc, en partant finalement de la problématique du cas d'usage et on verra les outils après, pas l'inverse. Oui, et puis la pertinence, parce que là où on a testé, nos derniers posts LinkedIn sont faits à la mano, un peu en comité éditoriaux, et ils performent plus que ceux qui étaient faits il y a quelques temps, en demandant à des IA de les rédiger, parce qu'il y a ce côté humain. Moi, je sais que récemment, je me suis amusé à mettre des posts de mon blog dans une IA en lui disant, est-ce que c'est une IA qui les a rédigés? Et elle a dit, sûrement pas, c'est trop mal écrit. Faut t'avouer, faut à moitié pardonner. Moi, ce que j'interdirais, c'est finalement de démarrer une expression de besoin avec une solution à l'intérieur. C'est-à-dire que démarrer par l'outil. Souvent, il y a beaucoup d'expressions de besoin. On voit déjà qui dit je veux avec cet outil. Je pense que c'est la mauvaise. On se pose un peu. On revient sur les fondamentaux. Peut-être que il faut le faire autrement. Ok. Autre question. On parlait de cette rentrée 2027. Est-ce que vous voyez des métiers où vous dites waouh à la rentrée, on parle un petit peu de peut-être ce petit creux là. C'est quoi les métiers qui auront le plus changé à la rentrée? Vous en voyez comme ça ou bon, ça prend du temps, c'est un peu... Ouais, déjà tout à l'heure on a dit que c'était la rentrée, qu'on était déjà dans le creux. Bon, on n'est pas dans le creux. Ce sera 2027 le creux. Ah, c'est 2027 le creux. Les boîtes n'ont pas adopté. C'est faux. Il faut arrêter. Les boîtes sont en train d'adopter. Les contrats sont en train de se faire avec les géants. Ça sera 2027 le creux. Donc en gros pour moi la rentrée 2027, enfin du coup ce sera de rentrée 2028, hein. C'est bien ça. Hein. Ouais. Ça fait longtemps l'école. Et c'est le début de la piste de ski, c'est ça? Là pour moi j'en suis à ce point-là parce que dans les corpos en fait il y a les coms puis il y a les contrats. Et les contrats ils commencent maintenant. Okay. Et puis il y a l'argent. Il y a l'argent aussi. Parce que en effet, moi je racontais tout à l'heure, nous on a eu l'opportunité de tester les derniers modèles robotiques de Google lors d'un salon. Quand à la fin de ta journée ton robot il a consommé 2000 €. Alors en effet, quand tu parles avec eux, ils disent non mais parlez pas en argent, c'est vulgaire, parlons en token. Mais bon à la fin quand ces tokens tu les transformes en euros et que ça t'a coûté 2000 € ça se facture un token par robot, ouais c'est ça ouais. Et quand t'as dépensé 2000 € par robot, on l'a vu avec l'arrêt des leaderboards aussi chez les géants. À un moment donné le sujet de l'argent va être aussi un arbitre assez fort. Hein. Pour compléter l'argent, moi je mettrais volontiers une fiscalité au token qui permettrait de financer un revenu universel et donc de dire il y a 1 centime par token qui est récupéré par les États dans lesquels les tokens sont consommés. Je dis 1 centime, ça peut être 2. L'État va encore bouffer ses tokens et va encore les gâcher, non? Je vais taquiner, mais on se disait qu'il allait pas avoir moins de jobs, non? On se disait qu'il allait avoir plus de jobs avec l'IA. Oui. Pourquoi un revenu universel alors? Mais alors, professeur. Je reste là.
ou pour financer autre chose. Mais je trouve intéressant que les tokens soient taxés par les entreprises qui produisent ces tokens et qui les input et qui les output. Mais et il y a une taxe Tobin, je crois que c'était sur la finance 0,1 centime ou 0,01 centime, pardon 0,1% ou 0,01% des transactions financières qui iraient à un pot commun. Ben, je pense que pour le token, moi je suis favorable à une taxe de 1 centime ou 0,1%, quelque chose d'$1, mais qui permet d'alimenter une caisse, qui permet de former les gens à l'IA, si c'est pas pour un revenu universel, mais au moins de les former, de lutter contre l'IA-atrophie, les gens qui savent pas ce que c'est et comment on s'en sert, ou tout simplement pour rembourser. Tout à l'heure, on parlait de la dette technique sans nommer le nom. C'est vrai qu'à utiliser trop d'IA, on accumule une dette technique. À un moment, il va falloir payer cette dette technique par des heures et des heures de debugging, et donc ça peut servir à ça. Alors, il semblerait que la proximité de la place de la République ait un impact sur les Connected Mate. On est en train de faire refaire la fiscalité, là. Joli. Bien, ça donne une adresse pour Enchanted Tools. Allez, dernière question, on fait le tour de table. Puis après, on va aller boire le verre de l'amitié tous ensemble, parce que c'est comme ça quand on fait en direct, voilà, en live et en présentiel. Dernière question, on est le 1er septembre. J'ai pas regardé quel jour c'était exactement, mais 1er septembre, l'IA aura progresser cet été, on en a à peu près certains. Il y a quelques jours, on a vu arriver notamment chez OpenAI le modèle 5.5 suivi dans sa foulée à une journée près du 5.6 avec une palette de trucs. Donc les modèles s'emballent. C'est quoi la décision selon vous que chacun devrait prendre avant la fin de cette année? Vous avez préparé l'été, tout ça a progressé. C'est quoi la première décision que vous prenez? Ati, c'est quoi la première décision que tu prends? Pour moi-même ou pour ma clientèle? C'est toi qui prends la décision. Je pense davantage à ma clientèle. Je pense qu'il faut que les gens se forment. En entreprise, comme Alex disait, ça commence tout juste à prendre en main, etc. Moi, je vois encore trop de clients qui vont demander à un système de LLM sans le mettre en agentique ou sans le mettre en recherche sur le web. Donne-moi les contenus des 10 premiers résultats pour une requête Google et le contenu de ces pages pour que je fasse ça. Ils comprennent pas que si t'es pas en mode agentique ou en mode recherche approfondie ou recherche sur le web tout simplement, c'est de la spéculation. Ça ne sert à rien. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on a à deux vitesses. Des gros et des techs qui comprennent, qui voient, qui avancent à une vitesse phénoménale sur les modèles. Et la plupart des utilisateurs, même en entreprise, même quand ils sont de bonne volonté, complètement largués, à mal utiliser, à même pas ne pas faire la différence entre une automation IA, un agent IA, un LLM, c'est quoi, un assistant IA basé sur un RAG. Et là, il faut absolument pouvoir sensibiliser, former, je vais revenir sur le sujet, mais cadrer, sécuriser l'utilisation de cette IA. Et dans mon cas, je vais aller là-dessus, et pour mon entreprise et pour ma clientèle, sur former et offrir des solutions peut-être packagées, parce qu'effectivement, avec l'IA, on veut ça, on veut le facile, on veut le rapide, on veut le service sur un plateau, mais proposer des solutions qui soient à la fois plus faciles à prendre en main, à comprendre, plus performantes, cadrées, réglementaires, conformes. Former pour inclure le maximum, c'est parce que tu disais les Patrick le Geek ont tout compris, mais Lucien qui est un mec normal, il a besoin qu'on lui fasse un coup de main. Oui. Pour pas se planter, quoi. Pour pas se planter, pour pas subir soit en termes de sécu, soit en termes de conformité, soit en termes simplement de performance et de pérennité. Dans quelques mois, sur les petites solutions qu'on aura voulu développer à la maison en Ghost, tu vois. Christian, toi, sur cette même question, c'est quoi la décision que tu décides de prendre avant la fin de cette année? La même que d'habitude et que je conseille à tout le monde, ça se résume à un mot, c'est le choix. En fait, donc toute une affaire de choix. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle, donc tous les SIA et tout ce qu'il y a autour, les agents, etc. Donc c'est vrai que c'est des outils. Moi j'aime bien résumer à ça, même si à certains du coup ça fait crisper certains tympans à ça. C'est vrai que ça reste des outils. Et c'est vrai que il faut toujours choisir le bon outil par rapport à ce qu'on veut faire, le besoin qu'on a en fait. Et c'est vrai que ça c'est une connaissance. Donc c'est vrai qu'on parlait du coup de la recette du gâteau au chocolat. Donc c'est vrai qu'il y a Google. Bien que je commence à conseiller moins Google parce que maintenant c'est deux gars derrière
sur la première page, c'est plus un moteur de recherche comme avant qui était économique. Donc c'est vrai que là, du coup, ça devient un peu gênant parce que du coup, eux aussi, ils suivent la tendance aussi, hein. Donc du coup, ils mettent ça en place progressivement, donc c'est un peu gênant. Mais c'est vrai du coup de choisir. Donc là, où je veux en venir, c'est de choisir vraiment le bon outil par rapport à ce qu'on veut faire. Donc forcément, on va pas utiliser le premier LLM qui est gratuit en 8B pour faire du coup un développement. Du coup, Alex, tu feras jamais ça parce que du coup, ça va être dans le mur. Puis tu vas attendre 2 ans que juste pour avoir Hello World sur la première page. Donc voilà, donc c'est un choix du coup. Réglementaire, d'accompagnement et de conscience. Voilà. Bon, sinon pour la bonne recette du gâteau au chocolat, on vous donnera les coordonnées de notre copine Martine qui le fait divinement bien. C'est super. Richard, toi, la décision que tu décides de prendre. Je pense faire passer, peut-être bien organiser la part de prod et d'innovation et de veille, parce que je pense que là on a nous des outils qui sont suffisamment matures, qu'on maîtrise, même s'ils évoluent en permanence, pour dire ça c'est bon, ça passe en prod avec le contrôle. Enfin, encore une fois, je rappellerai pas que nous ici on a la chance d'avoir des gens qui sont plutôt calés dans leur domaine, mais bien faire la différence entre qu'est-ce qu'on a en prod, qu'est-ce qu'on considère qu'on maîtrise et qu'on peut contrôler, sans oublier de continuer à faire de la veille et tester les nouveaux modèles, tester de nouvelles IA. Et du coup, ça s'organise et avec les équipes techniques, mais ça s'organise aussi avec le DAF pour qu'il lâche un peu les pépettes pour qu'on puisse tester les nouveaux modèles. Donc voilà, cette espèce de commencer à se dire, il y a des modèles, même s'ils évoluent tout le temps, qu'on peut dire, OK, ceux-là, ils passent en prod, mais sans jamais arrêter de faire la veille pour pas rater les moments clés. Donc voilà, peut-être organiser cette dualité qu'on a déjà dans plein de choses, mais je pense que dans l'IA, pour l'instant, on était plutôt à courir toujours plus loin. Avec, j'en mettais Pépette on board, c'est ça. Alexandre, tiens, alors, la décision que tu décides de prendre. Do it. Faut builder, faut shipper, faut tout tester. Et tu dis à un moment, il y aura un truc qui se fonctionnera, tu auras compris, tu seras prêt pour demain. Mais comme on l'a dit, là, c'est encore stable. 2027, ça va être encore plus compliqué pour les jobs et tout. Faut y aller maintenant. Et nous, on se dit ça depuis maintenant 3 ans qu'il faut y aller maintenant. Ouais. Donc là, faut vraiment y aller maintenant, quoi. C'est maintenant que... Je pense que clairement, l'abonnement, même à 200 € par mois chez Anthropic, ça sera l'investissement le mieux fait pour l'instant, du moins dans les... Donc pour Noël, offrez-vous un abonnement chez Anthropic. Ouais, ça fait 2000 € l'année, mais en fait, c'est rien par rapport à tout ce que tu peux faire avec. Enfin, vraiment, sincèrement, genre... Enfin, c'est beaucoup d'argent quand même. Oui, mais par rapport à un coût externe sur n'importe quoi, on se comprend à toutes les personnes qui ont déjà fait du développement informatique ou autre chose, hein, c'est rien du tout. Même un abonnement à 20 € par mois pour t'aider tous les jours, tu pourras faire tellement plus de choses. Tu vas aller chercher la valeur qui va en face. Tu auras une valeur. Genre vraiment, ça ne vaut, faut pas oublier, 20 € c'est 2 bières. Donc je suis sûr que clairement, par mois, vous dépensez au moins 2 bières au café ou quelque chose comme ça. Donc 20 € c'est rien. Et le moins cher, il est à 22 €, je crois, D'accord. Chez Claude. Donc, à la vôtre. Donc, voilà. Il faut prompter avec modération, comme dirait l'autre. Hubert, le mot de la fin, la décision que tu prends. Moi, le mot de la fin, c'est de passer de la conversation à l'utilité. Arrêtons de discuter, de tergiverser. Faisons des trucs utiles. Et puis après, scalons et voyons si on a besoin d'une armada ou si c'était juste une mauvaise idée. Mais passons de la conversation à l'utilité. Et dans la salle, un mot de la fin. Oui. Ah, on a Martine pour la recette de chocolat. On y va. Non, c'est pas pour ça. Non, c'était juste, moi, il y a une réflexion par rapport à tout ce que vous avez dit. Ouais. Tu as utilisé le mot courir, tu as utilisé le rapport au temps. J'ai l'impression qu'on est dans une énorme course à l'échalote. En fait, on court. Et en fait, pour moi, quand on parle d'IA, enfin, j'ai entendu une phrase, c'est ce matin, j'ai lu ça, je ne sais plus où, et ça m'a beaucoup parlé. Je sais pas si ça va vous parler. Qui disait que l'IA, c'est que le doigt, mais c'est quand on regarde la lune où on veut aller. En fait, c'est juste le doigt qui pointe la direction, mais en fait, moi, c'est ça mon questionnement. L'IA pour faire quoi? En fait, j'ai toujours pas compris l'utilité d'être. Enfin, voilà, si c'est juste pour se lancer dans une course à l'échalote, à la productivité à tout crin. Ça m'intéresse pas en fait absolument, mais je sais pas si je suis la seule dans ce cas. J'ai envie que ce soit pour faire vraiment des choses bien pour la planète, pour l'humanité, pour tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'on parle que de productivité, que d'efficacité, et ça me va pas du tout. Enfin voilà, c'était juste une petite réflexion et ce rapport au temps et du coup l'IA, oui, mais pour faire quoi? J'adore, on a le prochain thème de notre épisode de podcast. Merci beaucoup Martine, c'était super. Merci. Autre réaction peut-être dans la salle? Oui. Ah oui. Allez, on y va. Vas-y.
Voilà, moi je dirais que l'IA m'aide pour faire ce que j'aime pas faire. Les trucs chiants, par exemple, vous avez un podcast, par exemple, moi j'utilise Auphonic qui va s'occuper du son. Avant, il fallait utiliser Adobe Audition et je suis pas un geek de l'audio, ça me prenait du temps, etc. Donc déjà peut-être lui faire des choses et en fait se dire ce par quoi je suis indispensable que l'IA ne peut pas faire. Par exemple là, ce qu'on est en train de faire, on est entre humains. L'IA pour l'instant peut pas le faire. On a un robot qui est adorable ici, mais pour l'instant, on n'en est pas encore à des robots qui vont faire des choses, des soirées, etc. On va y arriver progressivement. Donc voilà, déjà se dire peut-être qu'est-ce que j'aime faire et que j'ai pas envie de remplacer que l'IA fasse à ma place. Voilà, c'est la question que je me dis. Moi, pour l'instant, l'IA, je lui dis, il fait ce que j'ai pas envie de faire et tant mieux. Et je le remercie pour ça. Je pense que l'IA peut m'aider sur beaucoup de choses. Je veux travailler beaucoup plus rapide, plus efficace. Pourquoi on utilise l'IA? Je pense que par exemple, je travaille comme le UI design. Il y a beaucoup de choses avant, je ne le connais pas. Je demande l'IA pour me faire un programme. Je dis, j'aimerais avoir, comme une personne, avoir 20 ans d'expérience dans ce domaine. Alors, quel genre de livre j'ai besoin de regarder, quel genre de tuto ou besoin, ou peut-être j'aimerais au moins 3 mois pour arriver à ce niveau-là. Il peut faire un programme pour une semaine, pour un mois ou tout ça. Je peux apprendre rapidement. Et plus, sur l'IA, je sais, l'IA peut remplacer beaucoup de choses comme sur image ou sur le code, sur tout ça. J'apprends beaucoup de choses depuis Max. Avant, je peux coder, mais je ne sais pas, je ne sais pas développer. Mais je peux réaliser beaucoup de projets de A à Z par la conception, la conception et la création et le développement jusqu'à mettre en ligne. Donc, je pense qu'il y a peut m'aider à faire beaucoup de choses. Je pense qu'on peut être beaucoup plus intelligent aussi avec l'IA. On a la chance d'avoir avec nous Stéphane qui pilote le théâtre de l'IA. On va lui passer le micro peut-être et puis après on passera le micro à Adrien. Stéphane, allez, ton mot de la fin, toi. Désolé, je suis un peu en retard. Le mot de la fin, c'est que chez nous, les bières, elles sont à 5 €, donc il peut en avoir 4 et pas 2. Voilà. Et c'est ouvert d'ailleurs. Si vous voulez finir la soirée, on diffuse le match en plus. Non, moi je dis depuis le début que l'IA, ça va devenir une commodities et qu'on va faire comme Monsieur Jourdain de l'IA sans le savoir. Et j'ai une anecdote, on avait un rendez-vous tout à l'heure avec quelqu'un qui postulait pour rejoindre la dynamique. Et il disait, mais moi je fais pas d'IA. Et en fait, on l'avait vu avant, pendant qu'il patientait, il était sur Duolingo. Et je lui dis, tu sais que Duolingo, tu t'en rends pas compte, mais c'est que des briques d'IA. Voilà. Donc t'apprends avec de l'IA, tu converses avec de l'IA. Mais c'est pour ça que ça a changé, c'est vachement bien maintenant. Bah ouais, l'enseignement aujourd'hui, tu vas avoir des process d'enseignement. Il va pas s'afficher IA. Là, on est dans la mode, on est dans le buzzword du moment, mais tout ça va devenir $1. Moi, je suis sur les métiers de l'industrie culturelle et créative. Tout ça va disparaître. Ce sera des expériences artistiques, et puis l'IA sera derrière ou pas. Ce qui est important, c'est de préserver notre culture française, les droits d'auteur, la singularité, éviter la massification. Mais le reste, ça va se mettre comme toutes les technologies qu'on a eues. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention, il faut être très vigilant. Et tu as donné des réponses tout à l'heure en termes environnementaux qui sont intéressantes. Ça veut pas dire qu'il faut tout balayer. Il faut être conscient de ça. Sur la souveraineté, puisque je crois que j'ai raté le début, mais on n'avait pas le droit d'évoquer le mot. C'est quand même l'enjeu politique du moment. Le discours que tu tenais tout à l'heure, il reprend quand même l'intervention de Monsieur Mensch au Sénat sur justement le rôle de la France. Et la France, elle a quand même des arguments, même si systématiquement on nous dit dès qu'il y a une innovation, que l'innovation, en termes technologiques, on a déjà pris trop de retard et que du coup c'est peine perdue. Il y a quand même aujourd'hui des choses qui sont intéressantes, et cette partition qui a été faite par Monsieur Mensch au Sénat d'expliquer que la valeur ajoutée de transformer aujourd'hui la valorisation de l'électricité, qui est un de nos points forts, qui en plus de ça, on met de côté le nucléaire, mais peut être environnementalement parlant quelque chose qui peut répondre aussi à certains critères, transformer même en termes de business. Ça rejoint le bouquin qui avait sorti Binet et toute la stratégie qu'il avait derrière avec ses cafés de l'IA. Donc je trouve que ça c'est intéressant. Donc moi on est dans la démonstration d'une commodities, elle s'installe progressivement et elle disparaît, on fait de l'IA sans le savoir. La meilleure technologie, c'est quand elle s'efface. En fait, exactement, exactement. Super. Adrien avait un rebond à faire.
Ça sera le mot de la fin. Oui, bien sûr, parce que même si je suis hyper critique sur l'IA, je sais qu'effectivement ça peut amener beaucoup de choses. Et je repense, j'avais vu le lavoir de la ville de ma grand-mère où c'est le genre de choses qui se fait plus. À l'époque, c'était la mère de famille qui allait laver les vêtements pour l'entièreté de la famille. C'est le genre de choses qui ne nous arrive plus et qui ne nous manque pas spécialement. Peut-être avec l'IA, on aura aussi beaucoup de choses, beaucoup de soucis, beaucoup de facilités qui nous seront apportées et qui rendront la vie meilleure. Donc l'IA est effectivement très puissant d'un point de vue positif. Toutefois, il faut garder en tête que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, formidable. Merci. Alors, si vous qui écoutez cet épisode de podcast, vous êtes arrivé jusqu'à 7 minutes, donc déjà vous avez droit à une ovation de cette salle en délire qui est en face de nous. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir participé. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, on est sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres bonnes plateformes de balado-diffusion. On vous souhaite un bel été. Voilà. Faites vos devoirs de vacances tels que Hubert vous l'a proposé. Vous pouvez faire un replay pour regarder le transcript de cet épisode. Voilà, éclatez-vous, mettez les mains dedans, passez à l'acte. Moi, c'est ce que j'ai retenu de cet épisode. Finalement, restez pas sur le bord de la route, passez à l'acte, faites-vous votre propre idée, votre propre sujet, mais au moins ne dormez pas. Ça me semble important. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. À ciao, ciao, ciao. Merci, au revoir. Connected Mate.